Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. On s'intéresse à ce fait, madame, évidemment, viol sur mineur, un officier de la garde présidentielle aux arrêts. Oui. Les images sont insoutenables. Insoutenables, Lamine, j'ai fait exprès de vous les envoyer parce que si j'en parlais simplement comme ça, peut-être que vous alliez comprendre parce que c'est habituel, j'en parle. Ouais. Mais quand vous avez vu les images, certainement, j'imagine que le choc était là. Il faut voir la petite pour s'imaginer qu'un homme, un agent en uniforme, un agent de la garde présidentielle, qui plus est, un béret rouge puisse se permettre d'aller jusque-là. L'acte s'est passé le 6 mars. Le 6 mars dernier, dans le quartier, c'est du côté de Sanoya. Les enfants jouaient dans le quartier parce que la famille de la petite était en deuil. Ils sont partis pour les condoléances d'usage. Donc les enfants, beaucoup de fillettes étaient en train de jouer. Le monsieur a appelé, quelques-unes les a commissionnées. Il a appelé la fillette qui est concernée, il lui a dit de rentrer, appeler sa femme. Oui. En fait, le monsieur, il loge quelque part dans le quartier, mais il y a l'habitation, il y a la maison familiale où il vient souvent. Et donc, il est venu là, dès que la petite est rentrée, il est venu, il a rabattu la porte. Il a fait coucher la fillette sur le divan et il a fait ce qu'il a fait. Ouais. Mais c'est juste incroyable. La petite, quand il a fini, il a pris quelque chose, il a nettoyé la petite, il lui a dit, il a menacé la fille de ne pas en parler. La fillette est sortie en pleurant. Et quand elle est sortie en pleurant, il y a beaucoup de jeunes gens, notamment un petit avec lequel j'ai parlé, qui a vu la fillette venir en pleurant, qui lui a demandé qu'est-ce qui se passe. Ouais. Quand vous parlez avec ce garçon, vous vous rendez compte que c'est un récidiviste, que ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Ça, c'est de la pédophilie. Parce que c'est de la pédophilie simplement. Ouais. Parce qu'il vit ailleurs, mais il vient souvent là-bas parce que là où il a fait ça, j'ai même les images de la maison, c'est un coin un peu isolé, où parfois quand il fait jour, tout le monde sort. Ouais. Donc il vient là, il fait ça aux enfants. Et quand l'acte s'est passé, les parents sont revenus. Le quartier déjà était informé parce que quand la fillette elle est venue en pleurant, les voisins ont été informés grâce au garçon qui le voyait, qui l'a vu rentrer et qui l'a vu ressortir en pleurant. Et donc les voisins sont venus informer dans la famille du monsieur, soi-disant qu'il a fait ça. Et quand la famille de la fillette est revenue, ils ont pris la petite qu'ils ont conduite à l'hôpital dans les parages là-bas parce que c'était pas... Les gens ne savaient pas pratiquement qu'il faut directement aller à la médecine légale. Je cherche juste l'image que j'ai prise, l'image du carnet pour partager cela avec vous. Et donc, quand la maman est venue, elle a accompagné la petite à l'hôpital, voir un infirmier qui a vu la fille. Et donc, en fait, le constat, il est juste alarmant. Quand vous voyez le document qui a été fait là. Donc, la consultation a révélé qu'effectivement, il y a eu ce cas de viol. Et comment on appelle? Et puisque généralement, il faut avoir un document pour aller à la police, ils ont eu ce document, ils sont partis à la police, ils ont déposé plainte à la gendarmerie de Sanoya. Quand ils sont arrivés là, ils ont déposé la plainte. Le monsieur a pu appeler, là où ils ont déposé la plainte, a pu appeler le monsieur. Le gars en question, l'agent de la garde présidentielle. On a une plainte contre vous. Soit vous venez ou nous partons vous chercher. Le monsieur a dit d'accord, que le lendemain il va venir. Et donc, ils ont attendu. Il est venu, il ne s'est pas présenté. Il y a eu cette première plainte-là au niveau de la gendarmerie de Sanoya. Et vu que c'est un agent qui se dit qu'il travaille à la présidence, il y avait cette peur au niveau de tout un chacun. Ce qui fait que la gendarmerie de Sanoya a déposé, comment on appelle, transporté le dossier à Koya. À Koya, ils ont fait une deuxième convocation. Une deuxième convocation qui a été déposée, comme on appelle, chez le chef de quartier. Chez le chef de secteur. Le chef de secteur a vu la convocation. Il dit, ça c'est plus fort que moi. Je vais vous accompagner chez le chef de carré. Chez le chef de carré, ils sont partis. Ce dernier a accompagné la famille. Ils sont venus à la maison. Le monsieur n'était pas là. Ils ont remis la convocation à son épouse. Maintenant, le monsieur a dit qu'il ne devait pas venir. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, les membres de sa famille, tout le monde, ils sont venus prendre tout le quartier des sages pour venir demander pardon à la maison. Ils sont venus, ils ont demandé pardon et tout, de sorte que quand le chef de carré est venu avec la deuxième plainte, il dit qu'il ne prend pas la plainte parce que la situation a été réglée à l'amiable et que donc lui, il n'a pas besoin de se présenter là-bas. Et donc c'est resté comme ça. Finalement, pour la troisième fois à Koya, la pauvre femme est partie dire « vous avez déposé une deuxième convocation, il n'est pas venu. » Il dit « D'accord, on va vous donner une troisième convocation, mais cette fois, vous nous donnez les frais de déplacement pour pouvoir aller le cueillir. »
Et donc, ils ont demandé 300 000. La femme a dit non, je ne peux pas avoir 300 000. Donc, de plaidoirie en plaidoirie, finalement, elle a payé 270 000. Elle a payé les 270 000, elle est venue. C'est resté lettre morte. 3e convocation de suite. Normalement, on devrait venir le chercher. Normalement, ouais. Et donc, quand c'est resté comme ça pendant longtemps, ça a pris des jours, elle a vu qu'il n'y avait pas de réaction. Le monsieur était finalement dans le quartier à dire, vous avez vu, il y a eu des plaintes, 1 plainte, 2 plaintes, les gens ne sont pas venus me chercher, c'est parce que c'est faux, rien ne s'est passé, moi je n'ai rien fait. Il se sentait fort dans le quartier. Et finalement, la femme est venue là-bas, elle a demandé, dit, mais vous m'avez fait payer de l'argent. J'ai payé de l'argent, maintenant le monsieur se promène dans le quartier, et moi, ma fille, je suis en train de payer des produits. Elle m'a montré même des décoctions finalement qu'elle utilisait parce qu'elle a payé plus de 500 000 pour le traitement de la fille. Parce que quand il y a des cas de viol comme ça, vous faites différents examens. C'est-à-dire faire un test, par exemple, pour savoir si la personne n'a pas contracté le VIH ou d'autres maladies sexuellement transmissibles. Donc, finalement, elle utilisait des décoctions à l'indigénat pour aider la petite. Parce qu'à chaque fois qu'elle partait pisser, ça faisait extrêmement mal. Oh là là. Donc, elle continuait à faire cela. Et finalement, elle va à Koya. On lui dit que le dossier a été transféré du côté de la BSPPV, la Brigade spéciale des personnes vulnérables du côté de la Bellevue. Et donc, c'est là-bas que la machine a été mise en marche. Finalement, le monsieur a été... Parce qu'il se fait appeler Mfa Kamara. Et il paraît que ce n'est pas son vrai nom. Donc, les gens ont eu du mal à le repérer. Mais finalement, ils ont réussi à mettre main sur lui. Et ce matin, il se trouve au niveau justement de cette brigade de la gendarmerie du côté de la Bellevue. Mais ce qui est hilarant, ce qui est inquiétant dans tout ça, c'est de voir que des gens comme ça sont capables d'agir de la sorte et de se sentir forts de leur tenue, de pouvoir faire de l'influence et de continuer à gâcher la vie de milliers de petites filles, de plusieurs petites filles. Parce que quand vous écoutez les enfants qui étaient là, ils disent que ce n'est pas la première fois que ce monsieur fait ça. Vous allez voir, le bâtiment est carrément isolé. C'est un récidiviste. C'est un récidiviste ou un multirécidiviste, si je peux me permettre. Il peut venir quand tout le monde est sorti et le faire aux enfants. Vous savez comment ça se passe dans les quartiers isolés, dans les bas quartiers. Les enfants peuvent jouer dehors comme ça. Quand les mamans partent, comme on appelle, au marché, il n'y a personne pour surveiller. Et ça, c'est dommage. Et quand j'ai demandé le caleçon de la petite, l'examen, la photo que vous avez vue, c'est au lendemain de l'acte. Et vous avez vu, le saignement continuait. Effectivement. Ça veut dire que c'était vraiment un acte atroce, barbare. Parce que si ce n'était pas aussi fort, le saignement aurait pu s'arrêter le premier jour. Mais au deuxième jour, la consultation a été faite, la petite continuait à saigner. Je suis partie voir la fille, mais c'est juste, c'est incroyable. C'est terrible ce genre de pratique. Il faudrait que... récemment, j'ai vu le chef de l'État faire une sortie pour en parler, pour demander à ce que les femmes qui sont victimes de violences conjugales de ne pas se taire, d'en parler, de porter plainte. Mais il faut agir pour ce genre de situation, surtout quand ça vient d'une personne au perché, placée là-bas, qui se sert de sa tenue pour influencer. Vous avez vu, il dit aux gens, non, je ne prends pas la plainte parce que la femme est venue demander pardon. Je pense qu'il faut qu'on puisse agir et donner des exemples forts pour que d'autres personnes puissent réfléchir à 1000 fois avant d'abuser des enfants comme ça. Justement. Et les chiffres, madame, aujourd'hui, quand on prend le taux en ce qui concerne ces viols sur mineurs, les statistiques, c'est alarmant. Vous vous souvenez, juste rien que pour l'année 2020, il y a eu plus de 370 cas. Ça, c'était le chiffre officiel qui a été présenté par l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs. En une année, la BSPPV qui vient d'être mise en place, ça, c'est des gens qui viennent officiellement en parler. On a détecté près de 100 cas. Et ça, c'est sans oublier les chiffres que nous, au niveau des ONG, au niveau des ONG, c'est tous les jours qu'on vous appelle. Soit ici à Conakry, soit à l'intérieur du pays. Quand vous dites qu'il y a un cas de viol par-ci, par-là, il faudrait qu'on fasse très attention. Qu'on fasse attention à nos fillettes parce que, vous voyez, le monsieur, quand il a appelé les fillettes, d'autres ont fui. Maintenant, la fillette, là, elle est tombée dans le guet-apens parce qu'il lui a dit « Va appeler ma femme dans la chambre ». Elle ne savait pas, elle n'a que 5 ans, elle est rentrée. Il faut parler aux petites filles. Dès qu'elles ont 3 ans, il faut leur dire que... Il faut sensibiliser. Quand quelqu'un touche ici, tu fuis. Quand quelqu'un t'appelle, il faut courir. Quand quelqu'un te donne un bonbon, tu ne prends pas. En fait, on fait de la sexualité un tabou, alors que ça détruit des vies. Il faut en parler pour éviter que nos enfants tombent dans des pièges. Ça arrive tout le temps. C'est des gens, des voisins. Et 80% des cas de viol sont commis par des proches, des personnes qui connaissent les victimes. Ça peut être un voisin qui est là, qui dit à la fillette, va acheter une cigarette pour moi. La fillette va acheter la cigarette. Quand elle va tendre la main, il la tire dedans. Il abuse d'elle.
C'est ce qui s'est passé récemment du côté de Kipé. Les grandes gueules. Un adulte qui vit dans la même concession, qui abuse d'une fillette de 11 ans. En fait, c'est ahurissant. Oui, évidemment, madame. C'est juste ahurissant. Je comprends très bien. Au-delà de virus Ebola, au-delà de virus coronavirus, il y a ce virus encore qui est là, mon cher Moussa. Qui fait plus de mal. Ben oui. Et puisque c'est un virus qui ne prend pas qu'une âme, qui détruit la vie de plusieurs personnes à la fois. Mais lorsque vous êtes contraint à vivre avec un tel poids, je pense que certains feraient le choix de mourir. Parce que j'ai vu la photo. C'est effroyable. Il faut vraiment être damné pour agir de la sorte. On ne peut pas quand même se permettre d'imaginer que quelqu'un qui arbore une tenue censée donc être le paravent en termes de protection de toute une nation puisse se permettre un tel acte. Je parle de sa tenue en ne mettant pas l'anathème, en ne jetant pas l'anathème sur tout le corps auquel il appartient, mais je parle de la tenue pour que la justice ne se laisse pas influencer. Ce n'est pas parce qu'il a la tenue qu'il agit. Justement. C'est parce qu'il est, malade qu'il agit. C'est ça, effectivement. C'est parce qu'il est malade qu'il agit. Ben exactement. Donc, puisqu'il en est ainsi, il faudrait qu'on se départisse de tout ce qui peut être influence extérieure. Ça n'a absolument rien à voir avec sa profession. Rien du tout. C'est un malade qui agit. Il faut qu'il soit traité conséquemment. Je salue au passage quand même le courage de cette brigade spéciale. Vous savez, la mine, face à de telles personnes, surtout quand on parle de bérets rouges, Dieu seul sait que dans l'ombre, beaucoup de familles ont reculé pour peu. Mais que cette brigade ait eu le courage d'agir, de continuer cette enquête, de convoquer, de faire venir, de cueillir ce monsieur, je pense que c'est déjà la preuve qu'elle est décidée à lutter contre cette épidémie qui fait plus de ravages. C'est bien dit. Et sincèrement, ayons aussi le courage de publier la photo de ces personnes. Je le dis pourquoi. Parce que publier la photo de quelqu'un avec les éléments à votre disposition, ça permet à la personne de vivre avec un énorme poids. Parce que cette fille-là, quel que soit ce qu'on fera, les stigmates ne vont pas disparaître. Du tout. Même si sur le plan physique, vous réussissez à cicatriser sa plaie, sur le plan psychologique, ça va la poursuivre jusqu'à son dernier soupir. Je pense que, et ça, c'est un élément plus grave. Ces gens de personnes, excusez-moi, ce sont des porcs. Il faut publier leur image et ça permettra peut-être à la justice d'aller plus vite. D'aller plus vite dans son grandes gueules. Sincèrement, j'ai pas pu regarder la photo 2 fois. Je trouve que tous ceux qui ont concouru à ne pas convoquer ce monsieur, à ne pas l'appeler, tous ceux qui ont concouru à freiner l'élan de la justice, de la procédure judiciaire dans ce dossier, sont des complices. Ils doivent être interpellés, notamment ce monsieur de Précaré au cas au carré là, qui a estimé que il y avait eu un arrangement à l'amiable. Ceux qui ont fait la démarche de l'arrangement à l'amiable, celui qui a dit à la femme de payer les 270 000, de payer les 300 000 francs, et qui a également dit à la mère de famille déjà victime, elle a été victime plusieurs fois sur un même dossier. C'est révoltant. Mais cette personne-là doit également être convoquée. Parce qu'il ne faut pas que la justice l'oublie. Ce sont ces à côté-là, entre guillemets, qui rendent difficile leur travail. Ce sont ces à côté-là qui font que le viol se perpétue. Si vous vous attaquez aux effets sans vous attaquer aux racines, ça va continuer. Ils sont toujours les premiers à se mettre en boubou, à se mettre en pagne dans les quartiers avec des noix de cola et un peu d'argent pour aller vous voir avec quelques imams corrompus pour dire Salam Mamadou, vraiment voilà. Glisse. Non, ça glisse pas. Ça glisse pas. Ceux qui le font ne sont pas sur le chemin de Dieu. Ne sont pas sur le chemin de Dieu. Et contre eux, je suis prêt à prendre l'épée. Il faudrait que la justice s'élève contre ces personnes. Il faut ratisser large. Bien. Voilà. Nous sommes ici là. Allez, ben dis donc, hein. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité. Trafic des médicaments, le camion saisi à Matoto, on y revient encore, désormais au camp de la Kamayenne. Oui, désormais au camp Kamayenne, parce que la dernière fois on en parlait dans ce studio, et il y avait un nom d'une autorité de sécuritaire qui était citée, et qui serait derrière cette affaire de camion, parce que son nom, si d'ailleurs, ce que nous apprenons hier nuit, on est rentré également en contact avec quelques agents de filature, et il a été ressorti que si le camion a été bien suivi, c'est parce que celui qui convoyait le camion serait le jeune frère de cet officier
qui est d'ailleurs un ancien aide de camp du président de la République, un certain colonel Callot, dont on nous a dit le nom. Et par sa tentative, parce que c'est sous ordre du président de la République qu'il se serait rendu du côté du commissariat de Matoto pour réquisitionner le camion, afin de procéder maintenant au déchargement. Mais malheureusement, avant que lui n'arrive sur le terrain, il y avait déjà la Médicrime qui était sur le terrain, qui était arrivée, qui avait aussi reçu l'ordre de s'occuper du camion. Et le camion, il a été pris du côté de Matoto, destination pour cette prochaine fois du côté du camp Kamaen. Et jusque-là, le camion, il est là. Et de ce que nous avons appris, le président aurait même appelé le commandant du camp Kamaen pour lui demander est-ce que le camion y est effectivement arrivé. Et entre-temps, il rappelle celui qui s'était déplacé pour venir prendre le camion. Il l'appelle pour lui demander est-ce que tu as réussi à avoir le camion. Il dit non, qu'il est arrivé sur le terrain, mais très malheureusement, il a trouvé que le camion s'était déplacé. Alors, le camion, il est aujourd'hui du côté du camp Kamaen. On ne sait pas trop pourquoi le camion, il est là jusqu'à présent, parce qu'il était prévu de chercher à savoir est-ce que le médicament dans le camion était propre à la consommation ou pas. S'il n'est pas propre à la consommation, qu'il soit procédé à son incinération. Mais cela n'a pas été fait et le camion n'a même pas été ouvert pour savoir la qualité même de son contenu. Et donc le camion, il est au camp Kamaen. On ne sait pas trop pourquoi le camion est toujours là. Bien, allez, des histoires, ça me fait rire, quoi. C'est vrai, parce que ça sent vraiment l'amateurisme et tout ça. Exactement. Peut avoir des républiques, bananières, tout simplement. Non, mais ça sent l'amateurisme, parce qu'en plus, c'est que je comprends pas. Il y a une chose que je comprends pas, c'est soit la justice fonctionne vraiment très mal dans notre pays, ou il y a un problème, parce qu'il y a beaucoup d'officiers qui sont visiblement impliqués dans des trafics, et puis que le président de la République, c'est quand même le président de la République, je suppose. J'espère qu'il a autre chose à faire. Désormais le roi de la Guinée. Non, mais c'est même pas ça. Mais c'est une façon de parler, parce que je comprends rien. Le président est partout. Et oui, voilà, c'est ce que je comprends pas. Mais qu'est-ce qui vient se mêler d'une histoire de trafic? Quand même. Des grandes gueules. Que la justice fasse son œuvre, que les coupables soient sanctionnés, puis qu'on n'en parle plus. Enfin, je comprends pas. Mais il y a des choses que tu peux pas comprendre. Je ne comprends pas. C'est le procureur, il faut le dire, le procureur de Mafanko, qui a mis le camion à la disposition de Médicrime. Sinon, le colonel dont on parle était en route pour venir prendre le camion et faire du camion ce qu'il voulait, c'est-à-dire parce que son nom est cité derrière cette affaire de trafic de médicaments. Mais avant lui, le procureur a réussi à donner l'ordre à Médicrime de se charger de la récupération du camion. Mais sauf que le camion n'est plus allé à un endroit où on pouvait procéder à l'incinération si les produits sont malpropres à la consommation, mais plutôt s'est retrouvé dans la cour du camp Kamaen. Voilà, allez-y, Madame Yoro. Je pense que le président parfois est pris comme dans un étau où il prend des décisions, mais derrière les gens n'appliquent pas. C'est comme si c'est une sorte de ramification, un système qui est là, qui est plus fort que lui, malgré toutes les décisions. Parce que quelquefois on le voit parler, on le voit quand même dire des choses, mais derrière il n'y a aucun acte concret qui suit. Est-ce que c'est parce que le système est plus fort que lui? Est-ce que c'est parce que lui-même il n'a pas la volonté de prendre des décisions concrètes? Parce par exemple, quand on cite une personne dans un tel dossier, le camion, on en a parlé depuis plusieurs jours maintenant. Est-ce que c'est parce qu'il y a peut-être des enquêtes en cours que le camion est toujours, que le camion stationne toujours de ce côté? C'est la grosse question qu'on se pose. Mais parfois, je me demande ce qui se passe. Le président, il prend des décisions. Il est au four et au moulin. Et derrière, nous ne voyons aucun résultat. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus d'actes dans ce qui se passe le plus souvent. Quand, par exemple, il dit « faites ceci », qu'il n'y ait pas d'actes qui suivent, qu'il puisse sanctionner. Je pense que quand il y a une sanction, deux sanctions, c'est comme cela que ça a marché un peu partout dans le monde. Vous avez des gens qui sont sans état d'âme par rapport aux lois de la République, par rapport à l'avancée du pays, aux avancées du pays, par rapport à tout ce qui peut aider le pays à sortir de tout ce qui est corruption, tout ce qui est mauvaise gouvernance. Il faudrait que quelqu'un soit là, qui a une sorte de pierre à la place du cœur, quand il s'agit de faire avancer le pays. Mais quand vous agissez avec sentimentalisme le plus souvent, vous prenez une décision, quelqu'un qui se dit être votre fils spirituel par-ci, par-là, les gens viennent vous amadouer, ils réussissent à vous convaincre, ça ne marchera jamais.
Mais les choses se font le plus souvent ici par affinité. Et c'est ce qui fait que ce pays-là ne bouge pas. Et le plus souvent, vous êtes entouré par des personnes qui sont dans des deals permanents. Ils vivent de ça, ils se nourrissent de ça, ils se sont habitués à ça. Et ce système a gangréné la République de Guinée. Et vous le savez, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça va être très difficile de s'en sortir. Il faudrait vraiment quelqu'un qui puisse agir d'une main de fer pour pouvoir sortir le pays de cette situation. Allez-y, mon cher Jacques. Pardon. Il y a certainement une raison à tout ceci. Le premier camion a disparu. Donc, si les gens ils ont essayé avec la sécurité du côté de Matam, mais également du côté de Bessia, à utiliser de la corruption pour dépasser, n'est-ce pas, ces barrages, il faut bien se dire qu'ils étaient persuadés d'avance qu'ils pouvaient obtenir leur accord. Du côté des Matoto, on l'arrête. Maintenant, on nous parle du camp de la Kamayenne. Le président, il est au courant. Mais je crois qu'il va falloir qu'il prenne ce camion pour l'amener à la présidence. Sinon, il peut disparaître. Dans les prochains jours, on va se mettre à le chercher. Parce que quand tu as un système plus puissant que ça, je crois que cette histoire des médicaments, c'est assez compliqué. On parle souvent ici de la drogue, mais je crois que ce qui est encore derrière les médicaments est plus que ce qui évolue, n'est-ce pas, dans le domaine des médicaments. Ce qui arrive... il y a déjà plusieurs décisions qu'il a prises pour organiser, n'est-ce pas, le secteur. Des décisions qui n'ont jamais été appliquées, notamment la réduction du nombre des importateurs, par exemple, ou alors faire en sorte que ceux qui ne sont pas professionnels ne soient plus vendeurs de médicaments. Aujourd'hui, le président, il est impuissant face à cette situation. Il ne peut pas fermer les officines tenues par les gens qui ne sont pas professionnels. Son impuissance est due à une seule faiblesse, c'est l'impunité qui règne dans ce pays. Le jour où le président de la République va prendre des sanctions fermes, tout le monde va se mettre au pas. Vous verrez. Nous les Guinéens, on est comme des enfants. Plus tu nous tapes dessus, plus on respecte les règles. C'est aussi simple que ça. Allez-y, mon cher Moussa. Vous avez suivi cette actualité de plus près. Étonnant, pas du tout. Jacques le disait tantôt. C'est comme si on parlait de la coque un petit peu, mon cher. Oui, bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour, évidemment. Alors, ça te fera. Demain, peut-être, tu viendras à l'heure. Voilà. Les grandes gueules. Allez, vas-y. Ouais, Jacques, bien. Tu m'as trouvé à quelle heure ici, Jacques? Les grandes gueules. Ils m'ont tous trouvé là. Allez, mais vas-y, Moussa. Non, mais vous n'allez pas continuer à dire des choses qui ne sont pas vraies. Bien. Voilà. Donc je souhaiterais juste dire que... Mais vas-y. Je souhaiterais juste dire que... Les grandes gueules. Il faut qu'il arrive à l'heure. Vous dites que vous comparez la coque aux médicaments. Oui. C'est plus rentable. C'est 25 fois plus rentable que la cocaïne. Eh bien voilà. 25 fois plus. Selon les spécialistes dans le secteur. Juste pour rappeler que la Médicrime est une convention qui a été ratifiée par la Guinée. C'est d'ailleurs l'un des premiers pays en Afrique de l'Ouest à l'avoir fait. Donc, expression de sa volonté politique à lutter contre les faux médicaments, à lutter contre ce qu'on appelle communément les pharmacies par terre. Parce que quand on a des médicaments qui ont des origines douteuses, il y a quand même des normes internationales qui obligent les États donc à les vérifier, à les saisir il s'avère que ce sont de faux médicaments et à les incinérer. D'ailleurs, c'est l'Union européenne qui a encouragé la Guinée, qui l'a soutenue dans la mise en place de cette Médicrime. Vous savez, il y a eu une longue bataille entre le ministère de la Santé, une longue bataille menée par le ministère de la Santé, la brigade Médicrime à l'époque, parce qu'il y a eu plusieurs formes de Médicrime, et les sociétés grossistes. Cette unité donc qui est qui est appelée Médicrime va donc d'abord lutter pour qu'elle puisse avoir une sorte d'ancrage institutionnel. C'est pourquoi il y aura ces derniers temps la mise en place d'une équipe. Je vais vous donner rapidement la composition de cette équipe. Vous avez le coordinateur de la Médicrime actuelle qui s'appelle Mahmoud Silla. Il occupe cumulativement ce poste à son poste d'inspecteur général adjoint au ministère de la Santé. Vous avez le secrétaire général du comité technique de la lutte contre la contrefaçon des produits de santé qui est assuré par Damani Keita. Lui, il est également inspecteur général au ministère de la Santé. Et le fer de lance de toute cette bureaucratie-là de la Médicrime, c'est la brigade Médicrime. C'est elle qui est dirigée par le lieutenant Mamadou Fougué Camara, c'est un gendarme. Donc c'est l'unité opérationnelle au fait de la Médicrime. Donc la Médicrime Guinée
a pour ancrage institutionnel, en dépit de tout ce que les experts ont pu dire, le ministère de la Santé. Parce que certains experts ont dit qu'on ne peut pas être arbitre et, comme on appelle, juge à la fois. Parce que c'est donc difficile que l'ancrage institutionnel soit le ministère de la Santé. L'autre grosse épine dans les pieds du gouvernement et du ministère de la Santé, donc c'était à l'époque le nombre explosif de sociétés grossistes qui importaient donc les médicaments en Guinée. C'est vrai que ça n'a pas été bien divulgué, Jacques Lewaleno, mais la Guinée comptait près de 300 sociétés grossistes. Vous savez, j'ai parlé de ce dossier ici dans l'un des numéros des Grandes Gueules. Ouais. Alors que la moyenne dans la sous-région, c'est 3 ou 5 sociétés grossistes. Ouais. Donc, il fallait réduire le nombre de sociétés grossistes. Donc, après maintes altercations, un travail d'évaluation sera fait sur le terrain avec l'Ordre national des pharmaciens. Le ministère de la Santé va procéder à la réduction du nombre de sociétés grossistes à 50. Le rapport dressé sera déposé au chef de l'État. Ça va prendre près de 2 ans d'attente sur son bureau. Il va agir enfin et le nombre de sociétés grossistes passera désormais à 10. Combien à 10 On était à 300. Là, nous sommes à 10. Sur le terrain, parce que j'ai l'arrêté avec... Alors, vous n'imaginez pas que sur l'ensemble du territoire qu'on ait 10 sociétés grossistes pour un pays qui passait pour le premier importateur, mais revendeur aussi de médicaments, de pharmacies parallèles dans la sous-région. Certains même parlent de la tête de peloton, qu'on dépasserait même le Nigeria dans le domaine, parce qu'il faut dire que l'ensemble des médicaments qui rentrent ici, ce n'est pas que pour la Guinée. Il y a des camions qui sont chargés, qui vont ravitailler le Bénin, le Togo, un peu partout. Dans ce domaine, si on n'est pas devant le Nigeria, en tout cas on n'est pas très très loin du Nigeria. Donc c'est une grosse manne financière qui coûte des milliards et des milliards de francs guinéens. Donc il y a donc 10 sociétés qui seront retenues, et avec une nouvelle procédure pour les sociétés retenues qui doivent prendre leur visa, parce que pour importer un produit, un seul médicament en Guinée, il faut un visa d'importation, et désormais vous devez souscrire à une procédure en ligne pour avoir ce visa. Donc les médicaments, je le dis, sont 25% plus lucratifs, ce secteur parallèle, plus lucratif que la cocaïne. Donc vous imaginez la guerre de tranchées dans ce domaine, dans ce secteur, et le tollé que ça va créer au lendemain de cette réduction, parce qu'il y a des pharmaciens qui m'ont joint pour me dire qu'ils sont pharmaciens de profession, ils ont fait ces études universitaires, qui ne peuvent pas comprendre que leur société grossiste soit complètement soit écartée, que ces sociétés ne fassent pas partie du nombre qui a été retenu, donc des 10 sociétés retenues. Donc ça, c'est une autre paire de mains, c'est un autre combat qu'ils sont en train de mener, et dans les jours à venir, je pense que ça va faire grand bruit. Donc en dépit de tout ça, la Medicrime va rentrer donc en action sur le terrain. Et comme Daouda l'a rappelé, le samedi dernier, chargement de camions Renault gros porteur de couleur blanche a débuté au marché Madina. Le chargement a pris fin le samedi 17 mars et le camion plein donc a bougé. Le samedi plus tôt, le camion a bougé de son point initial. Aux environs de Constantin, dans la commune de Matam, le camion va tomber en panne. Il passera la nuit là-bas. Lamine Kalo en serait le propriétaire. Il serait très proche du commandant de la garde présidentielle. Le camion reparaît le lendemain. Il va bouger vers 16h. Il a été intercepté grâce à la vigilance des ONG qui existent en Guinée qui luttent contre les pharmacies parallèles, les faux médicaments. Il s'agit notamment de l'ONG CONAG, dont l'un des membres nommé Gramba va suivre le camion avec l'appui de l'UGAF, donc l'Union des Guinéens dans le domaine, dans le secteur. Donc l'UGAF, qui avait son élément sur le terrain du nom de les grandes gueules. Ils vont pourchasser le camion à l'aide de leur moto. Donc, et ils vont lancer parallèlement l'alerte en appelant le colonel Ali Badra, commandant de l'escadron numéro 3 de Matam. Alors, le commandant de l'escadron numéro 3 va dépêcher une unité pour aller appuyer ces ONG à immobiliser le camion bondé de médicaments. Le chauffeur de l'engin lourd, sentant qu'il était suivi, il va appeler son patron Kalo pour l'informer de ce qui se passe. Ce dernier également informera ses soutiens. Le commissaire de la centrale de Matoto, le commissaire donc du commissariat central de Matoto, qui est un excellent flic au passage. Donc le camion était filé en fait. Oui, filé par ces ONG. Donc lui, le commissaire de les grandes gueules, lui, il va dépêcher sur les lieux à son tour une équipe pour escorter le camion. Donc il y a déjà 2 équipes qui venaient vers le camion. Une équipe gendarme, une équipe composée de policiers. Donc
2 unités, gendarmes et policiers, se retrouvent sur le terrain avec 2 ordres différents portant sur un même camion. Une vive altercation va naître. Au cours de ce tohu-bohu, la Médicrime sera informée en tant qu'unité spécialisée. Elle va donc envoyer ses opérationnels sur le terrain. Le chauffeur du camion a été, lui, mis aux arrêts et conduit à la base de Médicrime vers 17h. La Médicrime va confier, après donc son intervention sur le terrain, va confier le camion au commissaire de Matoto pour que lui et ses hommes veillent sur l'intégrité de ce camion en attendant le déclenchement d'une procédure judiciaire. Donc vers 18h, la Médicrime sera appelée par le commissaire de Matoto. Ce n'est pas de sa faute à mon avis, parce que vous le saurez plus tard. Il va l'appeler, le commissaire de Matoto va appeler la Médicrime pour dire désormais le camion que vous m'avez confié n'est plus à votre disposition. J'ai reçu des instructions fermes venant de la présidence, donc d'un haut gradé de la présidence, pour ne pas qu'il bouge d'un seul pas. Donc ce camion ne pourra plus bouger, il n'est plus à votre compte. La Médicrime dit, mais c'est nous qui t'avons confié le camion pour que tu veilles là-dessus. Tu nous appelles pour dire, il dit, ce sont des ordres. Donc des bérets rouges vont effectivement être déployés sur le terrain. Les instructions seraient venues de colonel Mori Kourouma. Donc la Médicrime va continuer sa procédure en dépit de tout. Conformément à la loi, elle va saisir le procureur près le tribunal de première instance de Mafanko, Sangaré. Donc les autorités du ministère de la Santé seront également informées puisque c'est l'ancrage institutionnel, notamment l'inspecteur général Damani Keita. Au regard donc des menaces et des pressions sur les opérationnels de la Médicrime, donc la Médicrime va faire appel à l'article 168 du Code de procédure pénale, le procureur, pour demander comment on appelle une réquisition. Ils vont faire une réquisition aux fins de perquisition du camion. Parce que pour l'ouvrir, c'est ce que la procédure judiciaire demande pour l'ouvrir. Donc le procureur va délivrer donc le 25 mars, donc cette procédure que vous avez entre les mains, mandatant donc les opérationnels de la Médicrime à ouvrir le camion, donc à inspecter son contenu. C'est le courrier que vous avez entre vos mains. Donc le vendredi qui a suivi, les opérationnels de la Médicrime vont montrer le courrier du procureur au commissaire de Matoto, qui va être obligé de laisser le camion parce que c'est la loi. Il va laisser le camion à la Médicrime. La Médicrime va donc envoyer le camion après discussion. Certains ont dit amenons à notre base du côté, parce que la base de la Médicrime c'est à Madina, la brigade c'est à Madina, et Madina c'est vers la Pharmaguinée là, la PCG. Pharmaguinée, l'ancienne. Exactement. Et Madina c'est le cœur, c'est le poumon de ces médicaments là. Donc certains agents de la Médicrime vont dire mais si on envoie ce camion là-bas et ça vient de là, on risque d'être envahi, on risque d'être pris d'assaut par les importateurs. Donc un autre groupe a décidé que le camion parte au camp Kamayenne, parce que justement au camp Kamayenne, le tout gentil général des armées, le chef d'état-major général des armées, Namouri Traoré, lui, il aurait donné donc sur demande du ministère de la Santé, il aurait donné un espace au sein du camp Kamayenne à la Médicrime pour dépoter les conteneurs donc d'origine douteuse qui contiennent des médicaments falsifiés. Les grandes gueules. Donc il va donner cet espace à la Médicrime. Donc la brigade de la Médicrime, pensant que c'est un camp militaire, donc à l'abri de toute menace, ils vont décider d'envoyer leur camion là-bas. C'est eux qui vont le faire. Donc le camion sera garé au niveau de cet espace dédié à cet effet, qui a été donné donc par l'armée à la Médicrime. Une fois le camion garé à cet endroit, le soir même, ce vendredi, le chef de corps du camp va également appeler les opérationnels de la Médicrime pour leur dire que le camion n'est plus à leur compte. Car lui aussi, le camion n'est plus à votre compte, qu'il a reçu des instructions fermes, cette fois-ci lui dira, du chef de l'État, pour immobiliser le camion et empêcher qu'il soit ouvert. Qu'il soit ouvert donc pour qu'on puisse exécuter le mandat qui a été donné par le procureur. Vous imaginez l'équipe de la Médicrime en possession d'une telle instruction. C'est la justice, le procureur qui agit. Le procureur, le 25, ça a été fait, il faut le rappeler. Qui agit. Donc, ils vont venir avec leurs documents, mais que vaut un document de la justice face à une instruction d'un béret rouge ou de la présidente de la République? Ça vaut quoi? C'est pourquoi, en Guinée, messieurs, en Guinée, c'est pourquoi, j'explique souvent à mes chakras que les pouvoirs, quoi que l'on dise, ils ne sont pas du tout indépendants. Mais alors on n'a pas du tout. L'exécutif écrase tout le monde. Écrase tout le monde. Donc, les services. Mais là, c'est pas l'exécutif, là. Non, mais c'est pas l'exécutif. On va laisser finir l'enquête, s'il te plaît, mon cher Ahmed. Alors, donc,
Le commandant du camp va donner cette information à la Médicrime. Les opérationnels ne pourront pas agir. Ils sont donc là avec leur ordre d'agir. Le procureur ne peut absolument rien faire. Le ministère de la Santé, qui est au courant, dont l'inspecteur a été informé, ne peut pas également agir. Personne ne peut agir, personne ne peut toucher le camion actuellement. Et aux dernières nouvelles, nous apprenons que les services spéciaux donc du colonel Thiebro seraient en train de s'intéresser également au camion. Parce qu'il contiendrait des produits psychotropes, donc capables de modifier votre état mental, donc de vous mettre dans un état secondaire. Monsieur le Président, j'aimerais quand même attirer son attention sur le fait que nous avons des Guinéens, quand ils prennent ces genres de produits, notamment le tramadol à un certain degré, ils vont sous terre à plus d'1 kilomètre. Ils ne se rendent pas compte. Les grandes gueules. Tu ne sais pas, pour toi tu es au paradis, tu es en train de... Parce que l'air souffle, tu planes mon frère. Tu planes quand tu prends ces produits. Tu planes. C'est plus fort que tout ce que vous imaginez là. Donc, ils vont sous terre, après ils meurent sans douleur. Parce qu'ils ne se rendent pas compte. C'est quand Dieu va les réveiller qu'ils vont comprendre qu'ils sont décédés. Parce qu'ils étaient dans un état second. Donc, eux, ils suspectent la présence de ces médicaments-là, de ces produits dangereux dans ce camion-là. Mais qui peut l'ouvrir? Le camion Renault de couleur blanche, immatriculé RC 2700, série Q. Donc, ce camion se trouve là-bas. Donc, voilà un peu ce qu'il fallait retenir. Et il faut quand même dire que si on veut que la Médicrime réussisse son travail, il faut changer l'ancrage institutionnel. Je n'ai absolument rien contre la bonne volonté de ces personnes qui travaillent au ministère de la Santé. Vous avez le chargé des médicaments et des pharmacies qui est un excellent cadre. Vous avez également l'inspecteur général, mais ils sont faibles face à une telle situation. Et évidemment. Donc, il faut rattacher, vous savez, la Médicrime à quelle institution? À la présidence elle-même. À la présidence elle-même. Non, mais c'est important. Non, mais parce que... Oui, mais parce que ça ne fonctionne pas. Donc, rattacher à la présidence pourrait donner... Non. Il y a beaucoup d'institutions rattachées à la présidence. Mais parce que l'Agence nationale de lutte contre la corruption, c'est rattaché à la présidence. Il faut arrêter avec la présidence. Moi, je finis en une phrase. Oui, vas-y, finis. Parce que la présidence régente tout dans ce pays. Tout. Donc, le haut commandant de la gendarmerie également, le haut commandement de la gendarmerie qui a une expertise dans le domaine, parce que le gendarme en question qui s'occupe de la brigade, la cheville ouvrière opérationnelle de la Médicrime, il est spécialisé dans le domaine de détection des faux médicaments qui n'ont aucun principe actif chimique. Parce que la dangerosité de ces produits, c'est aussi ça. Vous les prenez pour guérir un mal, ils vous en causent d'autres. Donc, lui, le haut commandement peut jouer un rôle prépondérant dans la lutte contre les faux médicaments. Et ensuite, mettre un peu la lumière sur le combat qui est en train d'être fait. Les sociétés grossistes qui ont des pharmaciens en leur sein, qui sont habilités au regard de la loi à importer des médicaments, il faut mettre en place une certaine organisation pour permettre à ces sociétés-là de fédérer au sein des 10 pour ne pas que les spécialistes puissent être mis à l'écart au profit d'autres personnes. Donc voilà un peu ce qu'il faudrait retenir sur cette enquête. Et le camion est toujours là-bas. J'espère qu'ils vont nous permettre de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Voilà, on a suivi cette enquête de Moussa Moïsi, là, mon cher. Oui, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire que je ne vois pas, honnêtement, dans le fonctionnement de l'État, de la justice, de ce que tu veux, ce que des bérets rouges viennent faire dans une histoire de santé publique. C'est-à-dire que c'est pas la sûreté de l'État qui est menacée. Non, pas du tout. Donc, c'est la mafia. Voilà, oui, non, mais je sais, on a compris que c'était la mafia. Mais c'est ce que il y a un moment donné où le procureur de la République doit foutre un coup de pied dans cette fourmilière là. Enfin, on parle de santé publique. Les médicaments, c'est comme dit Moussa Moïse, le tramadol a pris à forte dose. T'as vu Docteur Collier? Oui, j'ai vu. Il a tellement râlé, monsieur, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que ces gens-là, malheureusement, non plus, ils sont pas entendus. Malheureusement, et ils sont compétents, ils sont pas entendus. Donc, il y a un moment donné où il faut que, les institutions fonctionnent, que la justice prenne le pas. Je ne comprends pas qu'un béret rouge, c'est-à-dire ait un pouvoir sur un quelconque pouvoir sur un juge. Enfin, c'est la Guinée marche la tête à l'envers. Il y a quand même, il faut le rappeler, la réquisition aux fins de perquisition du procureur.
Comment on peut mettre ça de côté à se dire non, le président a parlé. Et oui, qui est bafoué par la présidence. C'est la folie. C'est de la folie. Ouais. Tout simplement. Un truc incroyable. Eh ben oui. Allez-y, mon cher Daouda. Ce n'est que ce camion qu'on a encore sous les yeux. Je suis très heureux ce matin parce qu'il se réveille en fait, Ahmed. Non, mais je me réveille. Non, mais moi, tu sais, j'ai toujours été juste. Quand ça déconne là-haut, et au niveau, je le dis. Ça dépend. Je le dis. Mais qu'est-ce que la présidence a foutu ça dépend. Ça dépend. Non, mais qu'est-ce que la question, ça dépend. Oui, elle est relative votre vérité quand même. C'est pas de la vérité, tu sais comment ça s'appelle? De la justesse. Ah d'accord. La justesse. C'est ça la relativité également. Visiblement tu en manques. C'est en cela sa relativité. Alors je disais que c'est ce camion qui est sorti, c'est lui qui a été vu. Mais derrière de ce que nous apprenons, c'est qu'il y a d'autres médicaments. C'était d'abord le premier jet qui était lancé, que ce camion arrive à destination sans problème, et les autres produits qui sont dans les magasins sont embarqués également pour les mêmes destinations ou d'autres destinations. Donc, si aujourd'hui le procureur n'arrive pas ou ne réussit pas à ramener ce camion dans l'escarcelle, je vais dire, de la Médicrime, afin que enquête soit faite sur le camion pour savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qu'il faut en faire, s'il faut détruire et qu'on le fasse le plus rapidement possible, et suivre en retour les traces du camion, d'où est parti le camion, qu'est-ce qui reste là après le premier embarquement, pour savoir qu'est-ce qu'il faut détruire là. Sinon, on aura encore d'autres produits, peut-être pas dans les mêmes camions, mais par d'autres voies qui vont sortir de magasin en magasin et qui vont se retrouver sur le marché. Et je crois qu'il faut aujourd'hui que la vigilance soit encore, pas que sur le camion qui est maintenant sous surveillance du côté de Camayen, mais le magasin d'où est parti le camion, il y en a encore des produits là. Bien dit, allez-y. Il y a deux phénomènes, ou disons deux sujets principaux qui sont souvent traités autour du trafic des médicaments. Il y a d'abord la circulation des médicaments contrefaits ou alors de mauvaise qualité, et le fait que les médicaments soient manipulés par les non-professionnels. Bon, pour les faux médicaments, etc., on peut se dire il faut d'abord une étude, etc., etc. Et lorsque les médicaments quittent l'étranger pour transiter à travers le port de Conakry, je ne sais pas si on dispose de moyens efficaces nous permettant de faire un test là-bas. En tout cas, c'est ce qui devrait être fait pour s'assurer de la qualité des produits que nous mettons à la disposition de nos structures sanitaires. Si cela n'est pas fait, ça, c'est déjà un problème. Mais il y a à l'intérieur un problème auquel on peut s'attaquer visiblement. C'est le fait qu'il y a des boutiques, par exemple, de médicaments. Ça, c'est un fait. Le gouvernement est au courant, il observe bien la chose, et à chaque fois qu'il a pris la décision de fermer ces pharmacies parallèles, ces pharmacies par terre, ça fonctionne pour quelques jours. Il y a, je crois, l'année dernière, lorsque le syndicat a menacé d'aller en grève, Manise Collier, et même l'ordre des pharmaciens, avait tenu un discours de fermeté à l'époque. Le lendemain, on a vu le gouvernement déployer un peu des agents pour aller à la chasse de ces vendeurs de médicaments. Ça s'est calmé un peu, les gens ils fermaient tout, et quelques semaines après ils sont revenus parce qu'il n'y a pas de suivi. Le gros marché des médicaments en Guinée, tout le monde le sait, c'est à Madina. Et puis on a logé la Médicrime là-bas. Dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui, parce que la brigade de la Médicrime est logée au marché de Madina et il n'y a plus de vendeurs de médicaments à côté? Non, il y en a, parce que tout simplement on n'a pas encore d'audace véritable pour s'attaquer au phénomène. Les camions là, les camions qui sortent là vont continuer à sortir, et peut-être si on ne fait pas attention, ils vont utiliser d'autres moyens, parce que le camion c'est visible, mais quand c'est dans un taxi là, on fout très bien ça dans les bagages, et c'est quelque chose qui peut facilement traverser les barrages et aller, n'est-ce pas, à l'intérieur du pays sans s'inquiéter, voilà, surtout. Allez-y, Madame Hiro. Non, mais moi la question que je me pose, c'est que avant que ces médicaments n'accèdent au sol guinéen, par exemple au niveau du port, qu'est-ce qui est fait pour se rendre compte de la qualité des produits qui sont dans les conteneurs? Il y a une complicité à tous les niveaux. Qu'est-ce qu'on annonce réellement? En fait, ce pays, il y a un souci, vous l'avez dit. Il y a cette histoire de corruption qui gangrène tout ce que vous connaissez, en fait, à tous les niveaux, les départements ministériels, tous les secteurs, dans le privé, dans le public. C'est parce qu'on ne peut pas
le chef de l'État ne peut pas, par exemple, vouloir se mettre à tous les niveaux si les choses fonctionnaient normalement. Normalement, vous avez des entités telles que la Médicrime qui devrait... C'est un régime présidentiel. Or, aujourd'hui, normalement, si on prend cette constitution, on en parlera. On en parlera, Lamine. Même si c'est le cas, une seule personne ne peut pas sauver le monde. Parce que le Parlement a le pouvoir même de dissoudre le gouvernement. Normalement. Voilà, ce n'est plus un régime présidentiel. Avec la nouvelle constitution, bien entendu. On en parlera. Ce que je voudrais dire, allez-y, madame. Normalement, c'est la Médicrime qui devrait... C'est Médicrime, cette brigade qui est mise en place, qui devrait jouer son rôle. Si aujourd'hui, on lui interdit de toucher à ce camion, quel est son rôle finalement? Quel est son rôle finalement? Et qui viendra faire ce travail qui était normalement dévolu à cette brigade qui est mise en place pour cela? En fait, vous mettez en place des institutions qui ne fonctionnent pas. Rien ne fonctionne à tous les niveaux. Il y a la corruption. En fait, je pense que la crainte, c'est quoi? C'est de laisser, par exemple, parce que le cas de la drogue, on a vu qu'il y a qu'il y aurait des officiers qui sont impliqués. Est-ce que c'est la crainte du chef de l'État qu'il y ait des gens à tous les niveaux qui sont corrompus, qui pourraient, par exemple, parce qu'on est capable d'échanger le contenu du camion, de prendre le contenu du camion, d'échanger les médicaments, de mettre autre chose là-dedans. Tout est possible. Est-ce que c'est la crainte du président? Mais en même temps, moi, je voudrais... Il y a bien des hommes de confiance. Il y a bien des hommes dans ce pays qui ne sont pas corruptibles. Je pense que tout le monde n'est pas forcément corrompu en Guinée. On peut avoir des gens qui peuvent faire des résultats, qui peuvent faire un travail qui répondent aux normes, qui puissent aider la Guinée à sortir de cette situation. Parce que à chaque fois qu'il y a, par exemple, des organisations à l'international, notamment, qui sortent de résultats par rapport au classement mondial de la Guinée, notamment dans la lutte contre la corruption, vous voyez que les choses ne bougent pas, on n'avance pas, parce que la corruption, elle est à tous les niveaux. En même temps, je voudrais qu'il y ait une réelle volonté, avec des actions concrètes, sanctionner des personnes au perché qui se livrent à ce genre de pratiques, et vous verrez, ça va donner des leçons à des personnes qui veulent éventuellement se livrer à cela. Mais quand il n'y a pas d'exemple concret, ça ne marchera jamais. Mais c'est exactement ça, c'est l'impunité. Mais il faut dire deux choses qui sont importantes. Moi, j'ai constaté que les pharmaciens étaient ceux qui s'étaient le plus modernisés. Quand tu rentres aujourd'hui dans une pharmacie guinéenne, c'est extrêmement bien construit. C'est comme les stations de service. Voilà, c'est comme les stations de service, c'est très bien construit. Les médicaments sont là, ils font preuve vraiment d'un professionnalisme. Alors si l'État veut tuer ces commerçants-là, ces gens du médical qui quand même modernisent notre pays, qu'ils continuent à laisser les trafiquants de faux médicaments agir. Et puis malheureusement, il faut quand même qu'on se rende compte d'une chose. La médecine, la pharmacie correspond à des règles bien précises. Il faut entre 5 et 6 ans d'études pour être aujourd'hui, pour avoir le droit partout dans le monde de délivrer une ordonnance ou un médicament. Ce ne sont pas des choses qui se font au hasard. Donc il va falloir vraiment que l'État sanctionne de manière très ferme tous ces gens qui se prêtent à ce petit jeu des faux médicaments, parce qu'il s'agit de santé publique, de la santé de nos enfants, et puis comme le dit Moussa Moïse, à Cancan, si les gars veulent aller sous terre, c'est la mort au bout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Allez-y. Et aussi, l'autre paire de manches dans ce secteur, c'est d'interpeller l'État. C'est les produits prohibés à la consommation, on doit lutter contre. Les faux médicaments, on doit lutter contre. Les produits fabriqués dans certains pays, même de l'Afrique, qui rentrent ici, qui n'ont aucun principe actif chimique, doivent être interdits. Mais en même temps, il ne faut pas regarder que Conakry, il faut regarder l'intérieur du pays, en termes de disponibilité de ces produits-là. Les pharmacies, vous trouverez à l'intérieur qu'elles ont des produits génériques, moins chers, pour un peu répondre à ceux qui disent que les produits certifiés coûtent plus cher dans les pharmacies. Donc, le pauvre citoyen ne peut pas s'acheter, par exemple, de ces produits-là à 100 000 francs, alors qu'en générique, ils peuvent l'avoir à 5 000 francs. Mais certaines pharmacies ont commencé à avoir des génériques. Mais qu'à cela ne tienne, il n'y a pas de disponibilité à l'intérieur du pays. Dans certaines préfectures, dans certaines sous-préfectures. Si on lutte parallèlement contre les pharmacies par terre, contre les médicaments qui sont manipulés par des non-pharmaciens, des non-professionnels, il faut pousser l'État, en tout cas ceux qui s'occupent de la gestion des médicaments et des pharmacies, à encourager ou à mettre la pression sur l'ordre des pharmaciens afin qu'ils puissent mettre à l'intérieur du pays des pharmacies capables d'agir, de ravitailler les gens. Parce qu'à Tokounou, allez-y voir s'il y a une pharmacie, allez-y voir dans certaines localités de Dingra s'il y a des pharmacies. Là-bas, quels sont ceux qui prennent le relais? Ce sont les boutiquiers. Non, attends, ça c'est un constat. Ceux qui prennent le relais là-bas, ce sont les boutiquiers
qui ont des médicaments, qui vendent des médicaments, ce sont des étalagistes qui vendent des médicaments. Mais c'est une réalité. Parce que l'État tombe sur la tête là. Non, mais attendez. Tu peux pas demander. Mais c'est n'importe quoi. Tu peux pas, c'est n'importe quoi. Tu peux pas demander. Attends. Tu ne peux pas demander à des pharmaciens de faire un effort et d'aller à l'intérieur si l'État lui-même ne met pas des règles en place. C'est n'importe quoi. Tu enfonces une porte déjà ouverte là. Excuse-moi, celui qui enfonce des portes ouvertes, oui, c'est toi là. Non, mais c'est toi qui enfonces des portes ouvertes là. Je dis bien. Tu ne peux pas demander à des pharmaciens ou alors des pharmaciens de mettre des pharmacies à l'intérieur si l'État lui-même ne fait pas respecter les règles. Quand je parle de la direction des médicaments et des pharmacies, c'est l'État parce que c'est le ministère de la Santé. Mais c'est cet organe-là qui gère ça. Quand je parle du ministère de la Santé, c'est l'État. Alors, je dis bien que le ministère de la Santé doit pouvoir agir avec l'Ordre national des pharmaciens pour qu'il y ait la disponibilité à l'intérieur du pays. Si cela n'est pas fait, eh bien, je trouve que ceux qui importent les médicaments qui sont manipulés par des non-professionnels doivent pouvoir quand même donner des médicaments à nos gars qui sont à l'intérieur du pays. Parce que la mine, il y a un moment, il y a eu, je ne sais pas en quelle année, il y a eu une grève de ces gros importateurs là qui sont à Madina, une grève. Mais vous savez ce qu'on n'a pas dit aux gens, c'est que ça a sérieusement impacté, mais de façon négative, le fonctionnement notamment des services tels que la traumatologie. Parce que vous savez, le corps humain, pour les traumatologues qui me traumatisent, ils mettent souvent des barres de fer, des trucs dans le corps. Mais ces équipements-là, mais il y a eu un manque terrible au niveau des hôpitaux. Parce que certaines pharmacies n'importent pas. Donc il faut, quand vous luttez de l'autre côté, il faut pouvoir réguler de telle sorte qu'il n'y ait pas de rareté. Sinon, ce sont les citoyens au bout du compte qui vont perdre. Malheureusement, encore une fois, aux carences de l'État. Si l'État ne régit pas le marché, si l'État ne met pas de l'ordre dans les marchés pharmaceutiques, vous ne pouvez pas demander ni à l'ordre des pharmaciens, ni aux pharmaciens de faire le travail que l'État doit faire. C'est aussi simple que ça. C'est pourquoi je pense que même dans la politique, c'est une démission collective. Dans la politique voilà, exactement. Même dans la politique de restructuration des importateurs, des sociétés importatrices là, de médicaments, il faut pas épargner ces commerçants qui sont nantis. Ce n'est pas que parce que leur argent peut aider, n'est-ce pas, l'État à avoir des médicaments. Maintenant, ce qu'il faut exiger, il faut que ce soit des professionnels qui soient des demandeurs, qui apprécient la qualité et qui délivrent, n'est-ce pas, le médicament sur ordonnance. Si on fonctionne comme ça, les choses peuvent, n'est-ce pas, aller très vite. Mais ce que Moïse signale, c'est une vérité. Si vous dépassez Koya, c'est fini. Vous n'avez plus de pharmacie à la portée de tout le monde. Rien qu'en restant à Conakry, vous observez de très près, vous comprendrez que c'est vrai que ce sont des annonces qui sont faites, on va lutter contre les produits et ça et là, n'importe qui ne doit pas vendre. Mais quand vous voyez l'ampleur de la chose, vous vous rendrez tout de suite compte que ce n'est pas une guerre qui est gagnée demain. Ouais, bien. Allez. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG.